Non seulement Dieu joue aux dés, mais il les jette parfois là où on ne peut pas les voir. Stephen Hawking. Hey, bonjour à tous. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que je parlerai des trous noirs et des trous de verre. Il se trouve que l'épisode serait un petit peu trop long. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler des trous noirs. Dans le dernier épisode, je vous ai fait part d'une théorie selon laquelle l'univers a été créé par un trou noir. Je vais donc vous parler de la théorie des trous noirs. Mais avant tout, un petit historique s'impose. En 1783, le physicien anglais John Michell, grâce aux lois de la gravitation de Newton, émit l'hypothèse d'un corps aux caractéristiques des trous noirs qu'il appelait étoiles noires. Le concept de trou noir, dont le terme est dû à John Archibald Wheeler en 1967, ressurgit avec l'avènement de la relativité générale d'Einstein. Il fallut attendre les travaux de Robert Oppenheimer et Subrahmanyan Chandrasekhar à la fin des années 30 pour démontrer qu'ils étaient théoriquement possibles. Mais qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir est une région de l'univers où la gravité est telle qu'aucune particule ne peut s'échapper. Même la lumière. Vous avez tous déjà vu le soleil. Ou vous vivez dans une grotte. Dans ce cas-là, je vais vous laisser 10 secondes. Ça y est, vous êtes sortis ? Bon, pour vous figurer la puissance gravitationnelle d'un trou noir, observez le soleil. Son rayon est de 696 000 km. Pour qu'il atteigne la puissance gravitationnelle d'un petit trou noir, il faudrait que son rayon soit réduit à 3 km. Pour la même masse. Les trous noirs viennent d'étoiles faisant 1,4 fois la masse du Soleil. Cette masse se nomme masse de Chandrasekhar. En dessous de cette limite, l'étoile donnera naissance à une naine blanche. Petit fait intéressant. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert une naine blanche détruisant une planète. Ils l'ont appelée l'étoile de la mort, en référence au film Star Wars. Mais bon, revenons à nos trous noirs. Les scientifiques estiment qu'il y aurait environ entre 10 et 100 millions de trous noirs dans l'univers. Dans notre galaxie, ils n'en ont repéré que 20. Au centre de la plupart des galaxies existerait un trou noir supermassif. Ces trous noirs ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. Un trou noir est composé de deux choses principales, une singularité gravitationnelle, semblable à celle du Big Bang, au temps zéro, et l'horizon des événements. Au centre d'un trou noir se situe une région dans laquelle le champ gravitationnel et les distorsions de l'espace-temps deviennent infinis. Cette région s'appelle une singularité gravitationnelle. La description de cette région est délicate dans le cadre de la relativité générale, puisque celle-ci ne peut décrire des régions où la distorsion devient infinie. La description d'une singularité gravitationnelle est donc pour l'heure problématique. Tant que celle-ci est située à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir, elle ne peut influencer ce qui est à l'extérieur de cet horizon. De la même façon que de la matière située à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir ne peut en ressortir. Ainsi, aussi mystérieuses que soient les singularités gravitationnelles, notre incapacité à les décrire n'empêche pas la description des trous noirs pour la partie située de notre côté de l'horizon des événements. D'ailleurs, la zone sphérique qui délimite la région d'où lumière et matière ne peuvent s'échapper est appelée horizon des événements. On parle parfois de surface du trou noir, quoiqu'il ne s'agit pas d'une surface solide ou gazeuse comme la surface d'une planète ou d'une étoile. Il ne s'agit pas d'une région qui présente des caractéristiques particulières. Un observateur qui franchirait l'horizon des événements ne ressentirait rien de spécial à ce moment-là. En revanche, il se rendrait compte qu'il ne pourrait plus s'échapper de cette région s'il essayait de faire demi-tour. C'est une sorte de point de non-retour. À notre échelle, ce serait la situation d'un baigneur qui s'éloigne de la côte.
Si par exemple le baigneur ne peut nager que 2 km, il ne ressentira rien s'il s'éloigne à plus d'1 km de la côte. Mais s'il doit faire demi-tour, il se rendra compte qu'il n'a pas assez d'énergie pour atteindre la rive. En 1974, Stephen Hawking découvrit que contrairement à ce que prédisait la mécanique classique, les trous noirs pouvaient effectivement émettre une radiation, proche d'une radiation thermique, aujourd'hui appelée rayonnement de Hawking. Les trous noirs ne sont donc pas complètement noirs. Ainsi, un trou noir de quelques millions de tonnes s'évaporera en une durée inférieure à celle de l'âge de l'univers. Alors que le trou noir s'évapore, le trou noir devient plus petit, donc plus chaud. Certains astrophysiciens ont proposé que l'évaporation complète de trous noirs produirait un flash de rayons gamma. Ce serait une signature de l'existence des trous noirs de très faible masse. Il s'agirait alors de trous noirs primordiaux. La recherche actuelle explore cette possibilité avec les données du satellite européen Intégral. En mécanique quantique, il est stipulé qu'une partie de l'information décrivant un système physique est toujours conservée. On dit alors que le système suit une évolution unitaire. Or, l'étude des trous noirs dans le cadre de la relativité générale indique qu'une grande partie de l'information concernant la matière qui a servi à fabriquer le trou noir est perdue lors de sa formation. L'évolution qu'elle subit n'est plus unitaire. Une telle situation est incompatible avec la physique des particules et est considérée comme l'indication de la relativité générale, échouant à décrire en totalité la physique des trous noirs. Si le rayonnement de Hawking continue jusqu'à la destruction complète du trou noir, alors où est l'information? Plusieurs théories s'offrent alors. Premièrement, les trous noirs ne s'évaporent pas. Deuxièmement, l'information est relâchée peu à peu par le rayonnement de Hawking. Troisièmement, l'information est relâchée d'un coup après l'évaporation du trou noir. Ou quatrièmement, l'information est comprimée dans un espace très faible qui reste malgré l'évaporation du trou noir. Jusqu'au milieu du siècle précédent, les trous noirs n'étaient que des prédictions mathématiques. En 1965, les premières observations dignes d'intérêt eurent lieu. Une étoile, HD 226868, fut repérée dans le ciel, en orbite autour d'une source de rayons X. On appela ce système binaire, présumé, Cygnus X1, qui signifie première source X répertoriée dans la constellation du Cygne. Un peu plus tard, en 1971, Tom Bolton identifia Cygnus X1 comme un trou noir en utilisant le télescope de l'observatoire David Dunlap à l'université de Toronto au Canada. Les scientifiques en faveur des trous noirs proposèrent à l'époque l'idée selon laquelle l'étoile HD 226868 était en orbite très serrée autour d'un trou noir et que de la matière qui lui était arrachée spiralait vers le trou noir, puis, atteignant son horizon, provoquait des émissions de rayons X particulièrement importantes. On pensait alors que ce phénomène permettait dans le même temps à l'étoile de s'échapper de l'attraction de son voisin stellaire, et que par conséquent, le phénomène serait rare, ponctuel, voire jamais reproduit. Or, il s'avéra que bien d'autres systèmes binaires, tels que celui de Cygnus X1, furent découverts ensuite, avec les mêmes rayonnements caractéristiques. Les observations du satellite Uhuru en 1971 relancèrent le débat scientifique à propos de Cygnus X1. Premièrement, elles mirent en évidence le caractère irrégulier des rayonnements X. Deuxièmement, grâce aux lois de gravitation, et si l'on connaît la période de révolution et la masse de l'étoile, on peut déterminer la plus petite masse possible de l'autre objet du système. Le satellite Uhuru permit de déterminer avec précision cette période de révolution, 5,6 jours. Ainsi fut précisée la valeur de 6 masses solaires comme masse minimale pour le corps invisible. Cette valeur est au-dessus de la masse de Chandrasekhar et est donc considérée comme la preuve que l'objet compact Cygnus X1 est un trou noir. Si vous avez vu Interstellar, vous vous rappellerez de la planète d'eau, orbitant autour d'un trou noir. Ce fait n'est pas impossible mais très improbable. De plus, il faudrait que cette planète orbite à au moins 3 fois la limite de Chandrasekhar. Alors une nouvelle erreur apparaît dans ce film. En effet, le temps s'écoulera plus lentement sur la planète par rapport à un observateur, mais à cette distance, la différence serait infime.
Comme nous l'avons vu, les trous noirs soulèvent encore de nombreuses questions. Un grand nombre de théories sont encore créées, dont celle des trous blancs et des trous de verre, notre prochain sujet. And that's all, folks.